Alors, quand on parle méthode, il y a beaucoup de questions qui se posent. La première d'entre elles, qui a été un tout petit peu évoquée, mais pas tellement, c'est quelle échelle on retient ? Est-ce qu'on construit des nouveaux indicateurs de richesse, à l'échelle d'une commune? Est-ce que c'est ça la bonne échelle? Est-ce qu'on construit des nouveaux indicateurs à l'échelle du territoire? Est-ce qu'au contraire, on les construit directement d'emblée à l'échelle nationale ou internationale? C'est une question qui compte. Alors on dit parfois que le développement durable, il faut penser global et agir local. Alors peut-être faut-il avoir des indicateurs de progrès qui soient des indicateurs pour que l'on puisse penser différemment et qui soient des indicateurs internationaux, et au contraire, des indicateurs d'action, c'est un petit peu le sens de la présentation d'Hélène, me semble-t-il, qui eux soient des des indicateurs d'action qui eux soient à une échelle plus locale. Mais en tout cas, ça pose le dilemme et la dialectique entre eux. Est-ce qu'il nous faut des indicateurs très singuliers qui comptent vraiment ce que nous, en tant qu'individus, avons envie de compter, ou est-ce qu'au contraire, il faut tout de suite les penser dans leur universalité? Par exemple, l'indicateur de développement humain du PNUD, c'est un indicateur universel. Il dit la même chose, en tout cas, il compte la même chose, qu'on soit en Éthiopie, au Luxembourg, aux États-Unis ou dans un village reculé du Nord-Pas-de-Calais. Donc, quelle échelle retenir? C'est quelque chose qui est important. Deuxième élément autour de la méthode, c'est la forme de l'indicateur. Ça a été aussi évoqué, mais je reviens un tout petit peu dessus. Est-ce qu'on peut agréger dans un indicateur unique des ambitions qui relèvent à la fois de la santé sociale, des enjeux environnementaux et de la dimension économique? Alors on va nous dire, c'est peut-être très compliqué. Il y en a un qui a fait ça jusqu'à présent, depuis 4-5 siècles, c'est le PIB. Donc ceux qui sont un peu les pourfendeurs de l'indicateur unique oublient que jusqu'ici, on a pourtant réussi, ce coup de force, à agréger dans un indicateur unique l'ensemble des enjeux et des forces convergentes sur là où on voulait aller. Alors, c'est une question quand même un petit peu délicate, parce qu'en même temps, c'est pas parce qu'on a fait comme ça avec le PIB qu'il faut faire ça avec ce qui viendra derrière. Il est certain qu'en tout cas, avoir un indicateur agrégé et unique, ça permet de peser dans les débats. On est quand même dans un système où il y a une concurrence déloyale exercée, encore une fois, par le PIB et la croissance, en tout cas dans les représentations que l'on se fait du progrès. Et en même temps, on est dans un monde où tout se compte par le chiffre. Mais ça pose quand même une question assez délicate qui est celle de la substituabilité. Alors c'est un terme un peu compliqué, mais c'est assez simple à comprendre. Si on met dans un même indicateur la dimension environnementale, pour faire court, sociale et économique, ça signifierait qu'une dimension est en capacité finalement de compenser une autre, si toutefois celle-ci va bien alors que l'autre va moins bien. Et du coup, ça évacue d'emblée des questions extrêmement centrales, en particulier celle des irréversibilités. Et alors, on met souvent en avant les irréversibilités environnementales, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la commission Stiglitz a refusé, sauf pour un indicateur, de proposer un indicateur agrégé qui prenait l'ensemble de ces dimensions dans le même objet, d'une certaine manière. Mais cette question de la substituabilité est importante, mais à mon avis, elle ne se limite pas du tout à la question environnementale. Elle vaut aussi pour la dimension sociale. Il semble qu'il y ait peut-être ce qu'on appelle des capitaux critiques, ou pour parler plus ordinairement, des irréversibilités aussi pour le patrimoine social. Il y a aussi de la décohésion sociale qu'on sera peut-être pas en mesure un jour de reconstruire si toutefois on continue à être dans des sociétés aussi individualistes. En tout cas, c'est une question qu'il faut se poser. Troisième type de question au niveau des méthodes, c'est est-ce qu'on peut et est-ce qu'il faut tout monétariser? C'était le coup de force du PIB, d'avoir réussi à agréger finalement toutes les dimensions de la production à partir d'une monétarisation, y compris de ce qui n'était pas marchand. Le PIB, c'est un indicateur monétaire, donc c'est 1600 milliards d'euros par an, et il est bien un indicateur monétaire. Je dis ça parce que quelqu'un me fait non comme ça de la main, donc je réponds un petit peu. Alors, d'une certaine manière... 2 minutes seulement? Ouais. Ah, dommage. Alors, pourtant, la question des méthodes, elle est quand même utile. Bon, alors, du coup, alors ça pose une question. C'est que on peut considérer, dans une société qui considérait que le bénévolat, par exemple, serait un plus, et que le chômage, comme ça a été dit tout à l'heure, c'est un moins. Alors, on pourrait se dire, affectons une valeur monétaire positive à ce bénévolat,
mesurons la contribution monétarisée de ce bénévolat et puis mesurons en moins le coût social, par exemple, du chômage. Alors ça a des avantages, ça marque les esprits, le rapport Stern en est un excellent exemple, mais ça a un certain nombre d'inconvénients parce que ça signifie que la valorisation économique de toutes les variables non économiques est prééminente et d'une certaine manière ça signe la victoire de l'économie comme valeur suprême et comme seule justification crédible à l'ensemble des actions. Mais ça se discute quand même parce que, encore une fois, ça peut marquer les esprits. Et la dernière question, qui est pourtant une question centrale, mais elle a déjà été abordée, donc je vais aller vite, c'est qui est légitime pour penser cette question de la richesse et du bien-être pour tous? On n'est pas sur une question périphérique, on est sur une question centrale. Comme disait Amartya Sen au cours de la commission Stiglitz, il disait « Nous sommes en train de réfléchir, commission Stiglitz, 22 personnes, 2 femmes simplement, tous des hommes de plus de 60 ans, donc mis à part les 2 femmes, nous sommes en train de réfléchir au monde que nous voulons. Hein » Donc qui est légitime pour réfléchir au monde que nous voulons et qui dépasse amplement des seuls engagements et des seules dimensions économiques. Alors sur la légitimité des acteurs, il y a 2 postures extrêmes. Je ne parlerai pas de l'expérience du Nord-Pas-de-Calais. D'un côté, vous avez donc une posture qui dit les seuls légitimes, ce sont les experts. Et c'est d'ailleurs, et le travail d'experts, ça produit des travaux d'experts, évidemment. Et donc, dans le rapport Stiglitz, vous pouvez aller le lire, il est empli de catégories qui réfléchissent donc au progrès social et à la performance économique et qui envisagent ce progrès social à l'aune de sémantiques telles que le capital, l'épargne, les flux, les stocks, etc., etc. C'est-à-dire finalement un rapport d'expert ne peut produire que, enfin un travail d'expert ne peut produire qu'un rapport d'expert. Les travaux de la plupart des organisations internationales sont de cette même veine d'une certaine manière parce que c'est plutôt de la technocratie assez dominée par les économistes qui propose ces travaux. Mais la légitimité des acteurs, elle peut aussi s'appuyer sur la participation des individus ou des citoyens. Mais là aussi, et je terminerai là-dessus, il y a 2 grandes différences, à mon avis, à bien identifier lorsqu'on dit on va faire participer les individus. On a d'un côté des indicateurs subjectifs. C'est-à-dire des indicateurs qui mesurent ou qui sondent les individus, soit sur le fait qu'ils sont heureux, soit sur la satisfaction de vie à un instant T du temps. C'est certainement une manière d'aller les interroger, les individus. Donc au moins ça a un avantage, c'est qu'on les a pas laissés de côté. Ils ont à un moment du temps, ils ont compté. Mais ça a quand même des sacrés inconvénients de sonder les individus et d'en construire des indicateurs subjectifs. Le principal d'entre eux, c'est que on fait l'hypothèse, ce faisant, que la somme des bien-être ou des bonheurs individuels fera le bonheur collectif. C'est une hypothèse très très forte de la théorie économique dominante, que la somme des bien-être individuels fait nécessairement le bien-être collectif. Et c'est une manière aussi de faire l'impasse complète sur un certain nombre de biens communs qui sont pourtant extrêmement, qu'il est urgent de prendre à notre compte collectif. Et en particulier l'état de notre patrimoine social et évidemment l'état de la planète, mais ça a suffisamment été dit pour que je n'y revienne pas. La deuxième manière de faire, pour utiliser des travaux qui s'appuient sur la participation, cette fois plus des individus lambda qu'on additionne les uns après les autres, mais plutôt des citoyens pris dans leur épaisseur citoyenne, ça vise à essayer de trouver les moyens d'élaborer des conventions partagées sur la qualité de vie, sur le bien-être pour tous, sur le développement durable, en étant éventuellement prêts, en prenant le temps, de bouger les uns et les autres pour conduire à une forme de consensus. Et entre les deux, on a des initiatives qui s'appuient plutôt sur ce qu'on va appeler des forums hybrides, qui est un terme un petit peu peut-être austère, pour parler d'instances qui sont composées à la fois de la société civile, à la fois des citoyens, mais qui aussi s'appuient sur les connaissances des experts, et puis qui finalement montent progressivement en intelligence collective autour d'une vision qui serait partagée du progrès et du développement durable. Vous n'aurez donc pas l'expérimentation du Nord-Pas-de-Calais, mais elle est dans le petit guide qu'on a mis à votre disposition dans les dernières pages. Merci. Merci beaucoup.